va passer à notre prochaine table ronde. On va parler donc de mécénat stratégique. On va parler de l'impact entre le business et l'impact sociétal. Et pour ce faire, j'appelle nos panélistes Marion Darrietor, Mathilde Lemoine, Patrick Jeantet, Michel Aglietta et Laurent Dumas. Je vous invite à vous installer comme vous voulez. Voilà. Alors, on va continuer cette matinée avec ce sujet du mécénat stratégique. Est-ce que le mécénat est-il vraiment désintéressé? On va rentrer dans un débat avec Marion Darrietor, qui est la présidente de Elan Edelman, une agence de communication, mais qui intervient aussi à son autre titre, celui de coprésidente du think tank Entreprise et Progrès. Mathilde Lemoine, qui est Chief Economist au groupe Edmond de Rothschild. Patrick Jeantet, qui est le président délégué du directoire de SNCF et président de SNCF Réseau, le professeur Michel Aglietta, économiste, professeur émérite à Paris 10, et Laurent Dumas, qui est le président de Emerige. Alors, je vais tout de suite me tourner vers vous, Patrick Jeantet. Vous avez un certain nombre d'actions de mécénat dans le groupe. Est-ce que toutes les actions que vous faites sont désintéressées? Est-ce qu'il y a un impact business à un moment donné? Oui, alors je vais prendre... SNCF est un grand groupe d'État national. En effet, c'est parfois compliqué avec notre actionnaire. Mais un sujet important, évidemment, c'est le service public. On est au cœur du service public. Et donc, on pourrait se dire, notre service public de transport, eh ben, on se conforte, on développe ce service public. Et en réalité, avec la Fondation, on essaye de faire autre chose, c'est de sortir les cheminots de leur milieu de cheminots pour qu'ils soient au cœur de la société civile. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, et les cheminots et la société civile en profitent, et donc, par voie de conséquence, l'entreprise SNCF. Et donc, je m'intéresse particulièrement là au mécénat de compétences, qui est, à la Fondation SNCF, un des axes du mécénat, donc un mécénat un peu particulier, sur lequel, moi, je pense que c'est un sujet qui est absolument majeur aujourd'hui et qui est encore très, très faible. Nous, ça fait quelques années qu'on développe ce mécénat de compétences, mais il est très intéressant parce que force est de constater que les États réglementent, les États font des politiques, les États ont du mal à faire, à réaliser dans le terrain. Les entreprises, c'est un peu l'inverse. Les entreprises, ils sont dans le quotidien du terrain tous les jours. Et donc, je pense qu'on a un rôle de passeur, d'articulation entre les problèmes remontés par la société civile et les politiques de l'État. Et ça, les grandes entreprises, publiques ou privées d'ailleurs, peu importe, ont ce rôle-là. Et le message de compétences, c'est une façon très intéressante de le réaliser. Alors, on a fait un baromètre, en fait un sondage avec l'IFOP auprès de 3000 personnes pour voir un peu comment et les Français et nos collaborateurs, nos employés, vivaient ou appréhendaient ce sujet du mécénat de compétences. Et c'est très intéressant, les Français, ils sont prêts à s'engager avec l'entreprise. Et je dis bien avec, puisque dans le mécénat de compétences, en gros, nous, on donne sur le temps de travail du temps libre pour que les agents, les employés qui souhaitent aider enfin, avec leurs compétences, des gens en difficulté, coacher des jeunes issus des banlieues, etc., donnent du temps. Et donc, c'est bien avec qu'on le fait. Et 63% des Français estiment légitime que l'entreprise propose à ses salariés de s'engager dans le mécénat de compétences. Et donc, on voit bien qu'il y a une vraie appétence sur ce sujet-là qui est important. Et évidemment, quand on regarde après et on les interroge sur ceux qui l'ont fait, ceux qui se sont engagés dans le mécénat de compétences, qu'est-ce que ça leur a apporté? Eh bien, renforcement du lien avec l'entreprise, possibilité d'évolution, relation à l'autre qui a changé. Or, on sait que dans les entreprises, un des sujets majeurs, c'est la relation aux autres, c'est l'équipe,
Ce n'est pas une personne qui gagne, c'est des équipes qui réussissent à accomplir des missions. Et donc, c'est essentiel. Et donc, en retour, ils en tirent ils sont de meilleurs managers, par exemple. Et donc, voilà ce qu'on essaye de développer. On essaie de le développer. On a aujourd'hui à peu près, Mathias citait de 3000, c'est 3600 personnes qui sont impliquées. C'est beaucoup, mais en fait, quand on regarde, c'est très peu. On est 200 000 à la SNCF. Et donc, il faut vraiment qu'on réussisse à passer à un niveau beaucoup, beaucoup plus fort, parce que finalement, nos employés, c'est aussi la société civile, et c'est les sociétés civiles qui, sur les grands sujets sociétaux, vont, de mon point de vue, faire bouger la société. Force est de constater, on voit bien, les États en matière d'environnement n'y arrivent pas. La COP21, c'est catastrophique. Et on parle encore, alors moi j'étais ahuri, on parlait à l'ONU il n'y a pas d'engagement supplémentaire, mais surtout pas d'engagement supplémentaire. Réalisons ce qu'on a réalisé. Et on s'aperçoit quand même que la société civile pousse énormément. Alors on le voit pour nous dans les modes de transport en particulier, ou dans les modes de transport encore. Les jeunes générations aujourd'hui, elles veulent prendre du train, si le train est évidemment écologique. Et donc elles poussent terriblement. Et c'est par cette société civile organisée, et pas forcément organisée par les États, qu'on arrivera à progresser en matière de nos grands enjeux, que ce soit l'environnement, que ce soit les inégalités, par exemple, que ce soit les exclus de nos sociétés. Et donc je pense que c'est un sujet important, mais il faut qu'on passe à une étape supérieure. Alors je vais me tourner vers Laurent Dumas. Est-ce que vous partagez cette conviction qu'il peut y avoir un intérêt stratégique également en faisant du mécénat? Et quel est-il chez vous? Vous pouvez appuyer sur le bouton devant. Voilà, je dirige une entreprise de promotion, donc de construction de logements, de bureaux de commerce, d'hôtels. Et donc de ce point de vue-là, on a une responsabilité sociétale de faire le mieux possible notre métier. Et dans la relation qui est la nôtre au quotidien, les grands décideurs auxquels on a affaire sont les élus du territoire, les élus politiques. Et en ayant orienté nos actions de mécénat vers la culture et vers la possibilité pour le plus grand nombre d'avoir accès à la culture, je pense que oui, on trouve un intérêt dans nos actions à ce que ces messages passent auprès des élus, passent auprès de ceux qui vont à un moment ou à un autre décider de nos implantations, et c'est un message dont on peut mesurer l'impact. Mais ça ne s'arrête évidemment pas là, il y a l'impact que ça va avoir sur tous les collaborateurs de l'entreprise, parce que si c'est 3600 collaborateurs à la SNCF, nous sommes 200 chez Emerige, et les 200 sont impliqués dans ces actions qui sont de la création d'œuvres d'art accessibles à tous les publics, qui sont du soutien aux artistes vivant sur le territoire, qui sont d'une opération qui s'appelle Une journée de vacances à Versailles, qui invite 5000 enfants des milieux les plus fragiles à venir découvrir Versailles dans des conditions exceptionnelles, en cela accompagné par un mécénat auprès de Versailles. L'idée de tout cela étant de créer une étincelle chez ces jeunes, que ce soit au titre de leur visite de Versailles, que ce soit au titre de leur rencontre avec les artistes contemporains, que ce soit au titre des rencontres et de leur confrontation à la création contemporaine, c'est de créer une étincelle chez ces jeunes pour qu'ils se disent que finalement l'environnement dans lequel ils ont été habitués à vivre, qui parfois est difficile dans son environnement immédiat, mais aussi indirect, et toutes les questions liées à la violence, à la drogue, aux tournantes et aujourd'hui au djihadisme, eh bien cette étincelle, si on réussit à la créer, ne serait-ce que chez un petit nombre de ceux que l'on invite dans toutes ces manifestations, eh bien on en tire une vraie très grande satisfaction, et donc au sein de l'entreprise, on en tire une satisfaction quantifiable immédiatement, parce qu'à l'heure où, dans notre secteur, les recrutements se font de plus en plus concurrentiels, eh bien, je pense que ce supplément d'âme va favoriser l'arrivée de collaborateurs plutôt chez nous, plutôt que chez d'autres. Et à telle enseigne qu'on a placé l'éducation artistique et culturelle au sein de notre démarche RSE, et à telle enseigne qu'on a
on est passé au-delà de la simple éducation artistique, mais c'est aussi l'éducation au sens large, et en ayant noué avec le Collège de France un partenariat qui consiste à accompagner économiquement le collège. Et l'échange de ce partenariat, c'est de faire venir les professeurs du collège dans des zones parfois difficiles, et de sensibiliser ces enfants au fait qu'il est possible de devenir économiste, qu'il est possible de devenir chimiste, qu'il est possible de devenir chercheur, pour autant que l'étincelle ait pu être créée dans l'esprit de ceux auxquels on s'adresse. Et très souvent, ces enfants pensent ne pas avoir accès ni au savoir, ni à la culture, ni à ce que peut leur offrir le pays. Et ça, je pense qu'on en reçoit un résultat immédiat par tous les acteurs dont je viens de vous parler, par d'abord ces jeunes à qui on apporte cette possibilité de voir le monde différemment, par ceux à qui on va passer un moment pour développer notre business, et auprès des collaborateurs qui se sentent fiers d'être portés par cette idée de partage du savoir. Mario Thor, est-ce que vous qui conseillez un certain nombre de dirigeants, vous constatez aussi une étincelle chez ces patrons avec la recherche d'un impact, que ce soit sur la société et en même temps sur le business? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Oui, et 1000 fois oui. Mathias Vichra tout à l'heure disait qu'on est dans un moment, et je vous le confirme, à travers mon activité de conseil aux dirigeants chez Elan Edelman et avec mon think tank dont je suis coprésidente Entreprises et Progrès, où on a une centaine de membres, on voit qu'on est dans un moment où effectivement le mécénat devient stratégique. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas se poser la question, parce que le mécénat doit être placé au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, mécénat et stratégie, et mécénat et business, c'est quand même deux gros mots quand on les met ensemble. Et je peux comprendre l'émotion suscitée ce matin. J'ai l'impression qu'on a une forme de mécénat sous tension, un mécénat sous pression. Mais moi, comme je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, j'ai envie de croire qu'on peut voir une refondation du mécénat. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec des nouvelles formes, des nouvelles alternatives. Je me suis interrogée sur pourquoi, en quoi elle consiste, cette refondation, et pourquoi on n'en a pas fini avec le mécénat, mais en tout cas, il faut le faire autrement. Je pense qu'on passe d'une approche pas de côté à une approche embarquée. C'est ça qui change. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on travaille. J'y vois trois raisons, et c'est ce que je vois dans mes observations. La première, c'est qu'on assiste à un tsunami du bien commun. Je ne sais pas si vous avez vu ce mot, avant même que, depuis que Jean Tirole a sorti son économie du bien commun. Nous, c'est une notion à laquelle on tient beaucoup chez Entreprises et Progrès depuis 50 ans, mais le mot est partout. Il est dans des discours d'hommes politiques et il est aussi dans des discours d'entreprises. Et on a l'impression que le bien commun, finalement, c'est un mécénat généralisé qui va au-delà du mécénat traditionnel. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. La deuxième raison, c'est la RSE. Avant, la RSE, ça a toujours guidé l'impact social, et on a l'impression qu'aujourd'hui, cocher les cases d'un rapport au RSE et d'une jolie politique RSE, ça ne suffit plus. Et puis enfin, il y a la loi Pacte. On n'en a pas parlé ce matin, mais la loi Pacte, finalement, elle milite et elle fait en sorte de pousser vers une intégration plus forte de notre impact social et sociétal dans la stratégie de l'entreprise quand on commence à réfléchir à sa raison d'être ou au statut d'entreprise à mission. Toutes ces raisons-là, amplifiées par un moment où le gouvernement dit « j'ai besoin des entreprises et je crois au partenariat public-privé », font qu'effectivement on est en train de vivre un moment. Alors la question, c'est comment on réinvente tout ça. Il y a plein de formes qui sont en train d'émerger. L'exemple de Danone est un bon exemple. Vous, monsieur, ce que vous racontiez est très intéressant. Je pense qu'on doit aller vers un mécénat plus stratégique, plus transformant également. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à penser à un mécénat à impact. Et donc, on parlera de la question de la mesure, mais si on ne mesure pas, il y aura un sujet. Et un mécénat d'expérience pour effectivement accueillir cette soif d'engagement dont parlait Sybille Veil tout à l'heure. Et ce mécénat d'expérience, Stéphane Decaux, ici présent dans la salle, l'a pensé, est en train de le penser. Mais effectivement, quand on fait vivre des expériences transformantes, c'est comme ça qu'on prend le goût de la société. Voilà, donc c'est ce à quoi je crois, c'est ce que je vois. Et
que je tiens à dire aussi, c'est que les exemples de ce matin des grandes entreprises étaient formidables. Moi, je dirige une toute petite boîte, on est 140, mais je voulais dire que c'est aussi, je fais partie peut-être des 95%, je ne sais plus quels sont les chiffres qui ont été donnés ce matin, mais en tout cas, même quand on a une petite boîte, il est possible de faire des choses. Nous, chez Elan Edelman, on a chaque année le Citizen Day, où on part tous soutenir des causes, et c'est pour ça qu'on a rejoint l'Alliance du mécénat de compétences, parce qu'on fait des petites choses à notre niveau, mais c'est des petites choses qui comptent pour mes collaborateurs. Et puis, on soutient des associations, mais en tout cas, on le fait ensemble, en co-création et en vivant une expérience commune qui nous soude et qui nous donne le goût de l'autre. Merci beaucoup. Je me tourne vers Mathilde Lemoine. Cette transformation, ce tsunami dont Marion Darrieutor parlait à l'instant, comment ça se traduit concrètement en termes d'investissement sur un plan financier ? Alors effectivement, Edmond Rothschild, la famille Rothschild a une longue tradition philanthropique. Je citerai un seul exemple, évidemment, c'est la fondation Hôpital Ophtalmologique. Et la nouveauté est de participer justement à cette volonté de développement, d'avoir de l'impact en poussant des recherches sur la systématisation, définition d'objectifs spécifiques, d'indicateurs clés de performance et de mesures d'impact. Alors, ça touche évidemment à tous les domaines et la recherche économique en la matière est assez pauvre parce que ce qu'on a comme point de réflexion, c'est l'efficience monétaire de l'investissement, de la dépense fiscale qu'on peut faire. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que si on donne 1 euro de réduction fiscale à des grands mécènes, ça génère une augmentation des donations qui est comprise entre 1,1 et 1,6%. Donc, on sait qu'il y a une efficience monétaire, c'est ce que montrent les rares travaux économétriques dont on dispose en la matière. En revanche, ce qui est très difficile, c'est de mesurer ce qu'on appelle l'efficience sociale, c'est-à-dire que est-ce que ce que le mécène génère est supérieur en matière de valeur sociale à ce que générerait 1 euro de dépenses publiques ? Parce que c'est normatif, parce qu'on est assez démunis en la matière, et c'est là où, effectivement, le financement de la recherche et du laboratoire de Philippe Vaillon serait utile, parce que ça permettrait aux grands mécènes de mieux évaluer l'impact social qu'il peut avoir. Alors ensuite, il y a eu quelques économistes qui ont fait des travaux intéressants et qui montrent que ce n'est pas grave si on le mesure mal. Ce qui est important, c'est que le rôle de mécène va multiplier les associations. Et c'est la multiplication des associations qui améliore le débat démocratique, et c'est ça qui crée la valeur sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si on ne mesure pas la valeur sociale de l'investissement du mécène, mais ce qui est important, c'est que ça multiplie l'émergence d'associations, de fondations qui, elles, peuvent aller là où l'État ne va pas, où il y a des distorsions de marché. Donc, il y a du travail économétrique et économique à faire pour justement essayer de contrer le raisonnement comptable qui est mis en avant par la Cour des comptes, qui fait autorité, et c'est normal, et elle a le droit d'avoir un raisonnement comptable, mais le raisonnement comptable d'évaluation de la dépense fiscale, à aucun moment met en face la valeur sociale qui est générée par cette dépense fiscale. Et ça, moi, ça me gêne. Ça ne me gêne pas que la Cour des comptes ait une appréciation comptable de la situation du mécénat, mais ce qui me gêne, c'est qu'en face, les économistes ne soient pas capables de mettre quelque chose, justement, qui appréhende mieux la valeur sociale. Alors, comme c'est compliqué, on voit apparaître l'impact, le mécénat d'impact. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant justement la facilité de trouver des indicateurs. Si on prend la première émission obligataire d'impact qui a eu lieu au Royaume-Uni pour accompagner la réinsertion des prisonniers, en fait, ceux qui avaient financé les obligations étaient remboursés à partir du moment où le taux de récidive baissait de 6%. Or, avec le programme d'accompagnement, le taux de récidive a baissé de 9% et donc les donateurs ont été effectivement largement remboursés. Donc l'impact, c'est justement le bon équilibre entre l'impact social mesurable
et le rendement financier, sachant que le rendement financier sert à accroître et à faire un effet de levier sur tous les programmes qui peuvent développer l'impact social mesurable. Et en matière financière, c'est là où aujourd'hui il y a de la recherche, il y a des développements de projets, tout ce qui est obligation sociale est en train de se développer pour justement essayer d'accroître la possibilité d'avoir de l'impact social, mais aussi de répondre aux objectifs environnementaux à horizon 2030, puisqu'il y a une polémique sur la place de l'État, la place du privé. Je veux bien qu'on en discute après si vous relancez sur ce sujet, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la somme de l'APD, de l'aide publique au développement, plus des donateurs pour atteindre les objectifs 2030, ça ne représente qu'environ 6% des besoins pour atteindre ces objectifs. Donc on est vraiment de toute façon dans une insuffisance d'investissement à impact ou d'investissements qui peuvent participer à la transition durable. Donc le secteur financier, au-delà de la philanthropie, est en train d'essayer de développer ces projets. Et en tout cas, dans le groupe Edmond de Rothschild, pour l'instant, les deux sont assez séparés, puisque la partie impact est développée par les fondations Edmond de Rothschild. Notamment, il y a un projet en Afrique qui est mis en œuvre, mais aussi dans le secteur bancaire pour essayer de justement faciliter la levée de fonds via les obligations sociales. Donc, ce qui me semble, c'est qu'on a un débat qui est relativement stérile, dans la mesure où on ne sait pas évaluer la valeur sociale d'un euro de réduction fiscale, mais comme on ne sait pas l'évaluer, c'est pas pour ça qu'il est inutile et c'est pas pour ça qu'à un moment donné, il n'est pas supérieur à ce que peut générer un euro de dépenses publiques. Et je pense qu'on est au Collège de France, donc je trouve que c'est intéressant de poser la question à Philippe Aghion et de savoir si effectivement un projet de recherche en la matière serait possible. Alors on va en parler avec Michel Aglietta qui est avec nous, économiste, et je voudrais bien avoir évidemment son sentiment sur cette question de l'efficacité de l'argent, d'un euro utilisé par la puissance publique ou par les mécènes, et évidemment cette question des indicateurs qui est en train de se développer. Indirectement, parce qu'on m'a posé une question plus générale quand on m'a invité ici, c'est quelle relation il peut y avoir entre mécénat et responsabilité sociétale, vraie responsabilité sociétale, des acteurs qui sont censés produire la valeur. Je reprends ce qui a été le communiqué du Business Roundtable américain du 21 août dernier. Et s'il y a eu ce communiqué, c'est que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et c'est les plus grandes entreprises du monde. Chacun de nos ayants droit, les stakeholders, est essentiel. Nous nous engageons à les valoriser tous pour le succès de nos entreprises, de nos communautés et de notre pays. Si on fait ça maintenant, le 21 août 2019, c'est que le modèle dans lequel les entreprises fonctionnaient jusqu'ici n'était pas celui-là. En effet, on le sait, c'est le modèle de la valeur actionnariale, c'est-à-dire que l'entreprise fonctionne pour maximiser le revenu, le rendement de l'actionnaire. Donc on a vécu comme ça depuis le néolibéralisme, depuis 40 ans, il ne faut pas se faire des histoires. Alors ceci pose évidemment un certain problème qui, dans ce tournant idéologique, est un problème. Et les pressions sociales dont on a déjà parlé jouent certainement un rôle. La question, c'est comment passer d'un discours aux actes. Alors, il y a l'ambiguïté, elle est où, théoriquement? Elle est parce de ce que le mécénat procède par définition même de la rente. Et en effet, si vous êtes dans une économie de concurrence parfaite, comme disent les économistes, chaque acteur économique est rémunéré à son juste prix. En conséquence, il n'y a pas de place pour créer un surplus servant de base au mécénat. Pour qu'il y ait mécénat, il faut qu'il y ait surplus par rapport à la rémunération de ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est-à-dire les gens qui produisent, etc. Dans une économie de concurrence, la seule rente possible, c'est celle dont parlait Philippe Aghion, c'est une rente d'innovation,
Mais pour une entreprise donnée, la rente d'innovation est temporaire. Or là, nous parlons de rente permanente. Ce sont évidemment les distorsions de concurrence qui engendrent ça, parce qu'elles engendrent la concentration du capital. Et la rente procède de la concentration du capital. En effet, si nous observons le développement du mécénat dans le dernier tiers du XIXe siècle aux États-Unis, c'est évidemment l'arrivée des grands monopoles dans l'industrie lourde qui a permis le mécénat. Donc c'est la rente. Pourquoi? Parce que c'est la rente qui permet une richesse financière accumulée grâce à la concentration du capital. Et c'est ça qui permet de favoriser les surprofits qui sont réunis dans les fondations. En effet, la fondation est le holding financier permettant de gérer une fortune concentrée, et c'est cette gestion de fortune concentrée qui va, par exemple, créer des universités. Donc, vous voyez, le problème est forcément une ambiguïté par rapport, disons, aux conflits sociaux, par rapport au fait que nous vivons dans une économie de marché où il y a des conflits en permanence. Et la philanthropie va découler de ça parce que c'est l'avantage, si vous voulez, ce surprofit. Mais ce surprofit, si on parle des universités qui ont été créées aux États-Unis, elles bénéficient d'avantages fiscaux elles-mêmes. C'est-à-dire que les fondations ne sont pas nécessairement, et même pas souvent, des organismes, si vous voulez, de philanthropie en tant que tels. Ils font des profits. Voilà le problème. Et donc, la question est la suivante. Développement du mécénat ou gouvernance des entreprises. Quelle doit être la gouvernance des entreprises si nous disons le mécénat, pour devenir stratégique, doit être une responsabilité sociétale? Alors, en effet, les ayants droit de la société dont parle le Round Table, c'est tous les apporteurs d'actifs qui permettent à la société de produire de la valeur. Une entreprise, c'est un collectif dans lequel collaborent tout un ensemble de facteurs de production, de forces productives, comme on dit, qui sont des ayants droit sur la valeur créée. Et là est le véritable problème, parce que les autres partenaires que les actionnaires apportent donc des actifs essentiels à son efficacité. Pourquoi il y a une différence? Parce que nous vivons dans un monde marchand. Les actionnaires apportent des droits de propriété négociables, dont ensuite fait partie directement une partie du profit vient à eux parce qu'ils ont des droits de propriété négociables, alors que les autres apporteurs, capital humain par exemple, qui jouent un rôle absolument fondamental, n'apportent pas de droits négociables. Donc dans la comptabilité de l'entreprise, il ne fait pas partie du profit. Il est dans les coûts de production. Donc le problème, vous voyez, est fondamental si on veut dépasser la notion de philanthropie pour aller vers une vraie responsabilité sociétale dont le résultat doit être de développer les forces productives mieux que ça n'existe, s'il n'existe pas cette prise en compte des ayants droit dans la gouvernance des entreprises. C'est ça mon problème principal. Ce qu'on appelle la codétermination. Que dans le conseil d'administration, tous les ayants droit soient partie prenante dans les décisions stratégiques. Si on veut faire quelque chose de stratégique en termes de responsabilité sociale et qu'on dit que tous les ayants droit doivent être considérés, ils doivent être partie prenante des décisions stratégiques. Donc la gouvernance doit être structurée de telle manière qu'il soit possible. Voilà ce qui me paraît important. Et donc, dans ces conditions, je voudrais, disons, en conclusion, dire quels sont les actes susceptibles de donner un contenu au capitalisme responsable. Parce que, juste une incidente par rapport à ce que disait Philippe. C'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches de pointe en termes de santé aux États-Unis. Mais est-ce que vous savez que les États-Unis est le seul pays avancé où l'espérance de vie baisse au lieu d'augmenter? Qu'aux États-Unis, la morbidité croît, qu'aux États-Unis, l'obésité croît, etc. Ça, c'est quand même important, non? Vous voyez, le lien n'est pas direct entre le fait d'avoir, si vous voulez, des innovations de pointe en termes technologiques et
quel est le bien pour la société? Quel est le bien-être social qui en découle? Donc ça, c'est un problème fondamental. Donc je termine avec 5 propositions, si vous voulez. Premièrement, la première responsabilité sociale est que les entreprises payent leurs impôts, et donc il faut mettre fin à l'évasion fiscale massive. C'est vraiment le premier élément. Deuxièmement, la seconde responsabilité sociale est d'investir dans le capital humain de l'entreprise comme une dimension essentielle de la stratégie à tous les niveaux de l'organisation et pas seulement au niveau le plus élevé des gens qui sont à la pointe parce qu'ils ont déjà une éducation très forte. Il y a des innovations qui se font de manière, si vous voulez, qui n'est pas célèbre, qui n'est pas spectaculaire à tous les niveaux de l'entreprise, du fait du caractère complémentaire des processus de production. Donc, investir dans le capital humain, y compris dans les niveaux intermédiaires et bas de l'entreprise. Le troisième est d'adopter un modèle de gouvernance qui facilite et récompense l'innovation à donc tous les niveaux du processus productif de production de valeur. Parce que s'il y a quelque chose qui pose problème, c'est notamment, et on le voit, en effet, des entreprises qui sont en responsabilité sociale peuvent avoir, il y a des résultats statistiques assez importants là-dessus, des rendements supérieurs au rendement moyen des entreprises qui ne le font pas. Mais il y a des problèmes qui l'empêchent, et en particulier dans ce qui l'empêche, c'est l'écart beaucoup trop élevé qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'entreprises entre le revenu des dirigeants, disons des cadres supérieurs du management, et le revenu médian. Je ne dis pas moyen, mais médian, celui de 50% des membres de l'entreprise. Car ceci donne une impression qu'il n'y a pas de justice pour ceux qui participent justement à la gouvernance en participant au processus de production. Donc, et ce genre de choses s'est développé énormément dans les 40 dernières années avec ce système néolibéral. Tout le monde sait, avec la concentration, on a eu une augmentation massive des inégalités. Massive. Et donc, vous voyez, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Et on ne le récupère pas en disant on va faire un peu de philanthropie pour mettre ça en cause. Ça n'est pas en cause. C'est un problème de gouvernance fondamentale à la fois au niveau individuel de l'entreprise et au niveau sociétal. Quel est le véritable modèle que l'on recherche pour le bien-être de la société? Donc ce problème est très important en ce qui concerne la gouvernance. Avoir une gouvernance qui fait effectivement de l'entreprise un tout. La quatrième, c'est d'accepter une régulation qui rend ce qu'on appelle les critères ESG, les critères environnementaux, sociaux et donc de qualité de gouvernance aussi, ESG, qui les rend obligatoires en vérité. Il faudrait, on a eu une charte valeur actionnariale, il faut passer à une charte responsabilité sociale, mais il faut que ça soit une charte véritablement avec des lois. Parce que pour que ça prenne véritablement la dimension qui domine, si vous voulez, la nature même de notre évolution du capitalisme vers un capitalisme de meilleure qualité en termes de bien-être. Donc, c'est ça, accepter une régulation qui rend les critères ESG obligatoires pour construire la confiance, à la fois interne à l'entreprise et externe, de sorte que la hiérarchie managériale soit responsable des principes qu'elle prétend servir. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de manière de, si vous voulez, de record, cette responsabilité s'exprimant dans des reportings, etc., de manière précise. Il n'y a pas de contrôle dessus. S'il n'y a pas de contrôle dessus, il n'y a pas du tout le fait de passage à une véritable gouvernance de responsabilité sociale. Et le cinquième et le dernier, à mon avis, concerne les investisseurs institutionnels qui devraient désinvestir des entreprises qui ne respectent pas les standards sociaux et environnementaux, ce qui paraît évidemment logique dans le cadre de ce modèle de rénovation du capitalisme. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne vers Patrick Jeantet. On a encore quelques minutes, Patrick Jeantet, sur la question de la mesure de l'impact, puisque c'est le sujet de notre table ronde. Est-ce que vous mesurez concrètement l'impact des actions que vous menez sur le terrain? Certaines, pas d'autres. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Oui, à la Fondation, on a mesuré notre impact, en effet, l'impact de nos actions. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui m'emporte le plus, parce que ces mesures d'impact sont finalement très restrictives et ne captent pas, je dirais, l'entièreté des externalités positives que le mécénat peut amener. Moi, je préfère, et alors là, je vous parlais de mécénat de compétences, qui est quand même dans le mécénat quelque chose de très particulier. Là, je rejoins ou je rebondis sur ce que le professeur Aglietta disait, savoir investir dans le capital humain. C'est indirectement, en fait, une façon d'investir dans le capital humain, puisque le retour de tous les gens qui font du mécénat de compétences chez nous est un retour très positif, dans le sens où ils sont meilleurs managers en revenant qu'ils n'étaient en partant. Et c'est ça et ça, c'est très difficile aujourd'hui à estimer. Donc moi, mon indicateur, il est plutôt attirer le maximum de collaborateurs dans ce mécénat de compétences et favoriser cela. Donc c'est ça l'objectif et c'est plutôt l'indicateur que je garde aujourd'hui, je dirais ça. Je voudrais rebondir sur un propos de Michel Aglietta sur l'importance des ayants droit dans la gouvernance d'entreprise. Chez SNCF, Réseau en particulier, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration qui est, alors ayant droit, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas qui est un conseil d'administration de parties prenantes. Donc on a évidemment des organisations syndicales, on a France Nature Environnement, donc des lobbies environnementaux, on a des clients, entreprises de fret, on a des élus qui représentent des autorités de transport essentiellement. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on n'a pas de conseil d'administration. C'est que tout ça est un jeu, un grand jeu, où tout le monde fait des grandes déclarations idéologiques et où on vote en fonction de son idéologie. Et donc, et la réalité derrière ça, c'est évidemment, comme il faut quand même avancer, on a l'État qui nous dit d'avancer. Et donc, c'est très compliqué à organiser parce que très vite, le débat est totalement biaisé. Or, un conseil d'administration, il est d'abord là pour prendre des décisions concrètes pour faire avancer, en l'occurrence, si c'est SNCF Réseau, le développement du réseau ferroviaire, ou son rénovation. Enfin, il y a des débats stratégiques. Où est-ce qu'on met notre argent? Et ça, on a besoin de décisions. Et avoir un conseil qui est formé de parties prenantes, et bien évidemment, c'est très problématique, puisque c'est la non-décision qui va prévaloir. Donc on trouve d'autres moyens qui... Donc je dis attention à ne pas tout mélanger. Et la deuxième chose, c'est à multiplier la réglementation. Évidemment, on finit par tuer l'entreprise. Et aujourd'hui, un développement ferroviaire en France, ça prend 20 ans. Il y a 20 ans, ça prenait 5-6 ans. Donc attention à ne pas étouffer par la réglementation les entreprises. Je ne suis pas sûr que tout est d'ordre réglementaire. Je me tourne vers Laurent Dumas. On parlait de gouvernance là à l'instant. Est-ce que justement cette question de gouvernance, elle est fondamentale pour accroître l'impact de vos actions? Vous ne pouvez pas mener ces actions si elles ne sont pas menées collégialement par l'ensemble des collaborateurs. Quand vous, et dans le cadre d'une économie qui est très concurrentielle, où vous poussez les collaborateurs à tenir leur budget, vous les poussez à tenir les engagements qui ont été vus en amont des opérations, si... à un moment donné, dans la chaîne des décisions, vous arrivez par le haut en leur disant « Eh bien voilà, on va investir tel montant dans telle opération de mécénat » et qu'ils n'y sont pas impliqués, vous les perdez. Parce qu'ils se sentiront finalement en dehors du process, ils sentiront que ça vient du haut et ça ne peut pas marcher. Donc le seul moyen de faire participer l'ensemble des collaborateurs, c'est de les associer dès l'origine, c'est de faire en sorte qu'ils soient impliqués, qu'ils soient dans l'action de donner. J'ajoute sur ce que vous disiez tout à l'heure, certes, on est dans un environnement concurrentiel, certes, l'entreprise est là pour faire du profit, et certes, il serait juste que les entreprises de la taille des nôtres qui sont sur le territoire français soient imposées de la même façon que celles que le sont les très grands groupes, qui pour beaucoup, et c'est un des grands sujets du moment, échappent pour beaucoup à l'impôt. Nous payons la totalité de nos impôts en France, nous les payons
parce que notre activité est française, parce qu'il n'y a pas de montages fiscaux derrière nos activités. Oui, il faudrait que les grands groupes vivent le même environnement fiscal que celui qu'on peut vivre. Mais au-delà de ça, je pense qu'en créant des politiques de mécénat qui sont portées par l'entreprise, qui sont portées à tous les niveaux de l'entreprise, par les dirigeants, mais aussi par les collaborateurs, par ceux qui fabriquent nos immeubles, eh bien, on donne un vrai sens à ces actions de mécénat, et même si elles coûtent au bilan de l'entreprise, finalement, on voit bien qu'elles peuvent séduire, donner en tous les cas des envies à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous donnent à un moment la possibilité de développer nos activités, et la boucle est bouclée, et finalement, elles deviennent une part de la rentabilité de l'entreprise, même si elles l'affectent au départ. Donc oui, ces opérations de mécénat doivent être faites à tous les niveaux de l'entreprise, elles doivent engager l'ensemble des collaborateurs, et je peux vous dire qu'en tous les cas, chez Emerige, c'est chacun des collaborateurs responsables de programme, directeurs des opérations de financement, directeurs des opérations juridiques, qui sont impliqués dans le programme Un immeuble neuf, qui sont impliqués dans une journée de vacances à Versailles, qui sont impliqués dans nos différentes actions de mécénat, et ce sont ces collaborateurs qui portent ce message et qui portent le rayonnement de l'entreprise. Donc, on est bien dans le cadre d'une création de richesse pour l'entreprise. Mathilde Lemoine, sur la question financière, plus particulièrement pour changer d'échelle, accélérer les choses, est-ce qu'il faut en passer par ce que disait Michel Aglietta sur une plus grande régulation des critères ESG, par exemple ? Il y a vraiment deux sujets. Je pense qu'il y a la question philanthropique et la question d'accompagner la transition durable. Et pour moi, il y a en matière de philanthropie, pour développer la philanthropie par exemple, les fondations Edmond de Rothschild ont mis en place une école de la philanthropie. Donc là, on est dans un autre domaine. Et parallèlement, ça n'empêche pas de justement utiliser la finance, les outils financiers. J'ai parlé des obligations sociales pour multiplier le financement de projets à impact. Et donc là, on revient à la question de comment on mesure l'impact. C'est plus facile de mesurer l'impact de projet que de mesurer la valeur sociale d'une action philanthropique. Mais c'est, je dirais, plus par défaut, et donc les deux doivent se poursuivre en parallèle. Moi, ce que j'ai compris de ce que disait Michel, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut une transparence dans les critères et dans l'évaluation des critères, mais là, il y a déjà eu énormément de progrès qui ont été faits. Et bien sûr, c'est à poursuivre, mais qu'on est encore au balbutiement de la mesure de l'impact social. Et capital humain, moi j'entends impact social. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a commencé à travailler depuis 3 ans sur un projet de recherche en la matière pour essayer de mesurer comment on évaluait l'accumulation de capital humain. Parce qu'en recherche économique, on sait bien mesurer le capital humain moyen, en fait, de cette pièce. C'est quoi notre niveau moyen de capital humain? En revanche, de mesurer la dépréciation du capital humain qui a pu intervenir depuis ces dernières années chez les uns et les autres, en particulier chez nous les plus âgés par rapport aux plus jeunes, mais ça, on sait moins bien l'évaluer. Et donc là, effectivement, le financier, si on veut orienter les investissements vers la partie non pas seulement environnementale, mais aussi sociale de la transition durable, il va falloir qu'on ait des critères d'évaluation de l'impact social beaucoup plus performants, qui soient pas seulement des critères liés à la discrimination ou à des choses qu'on sait à peu près évaluer, mais plutôt à comment on fait en sorte que chacun d'entre nous garde sa capacité de réaction dans un environnement en mutation, et c'est comme ça que je définirais. Et c'est pas seulement une question de gouvernance, c'est aussi une question de comment on fait pour que le capital humain d'une entreprise soit dans le bilan au même titre que le capital social, et qu'est-ce qu'on met en face. Ça, on pourrait aller encore plus loin, voilà. Mais bien sûr, on a des outils financiers et c'est un instrument parmi d'autres. Mais il y a vraiment les deux doivent rester en parallèle. Alors, je sais bien qu'on est dans l'enceinte mécénat, mais il y a philanthropie. Et ensuite, comment les secteurs financiers peuvent aider justement à développer des investissements à impact et peuvent aider aussi à développer les actions philanthropiques. Mais de la venture philanthropie, évidemment, exactement. Qui relie les exactement, les deux. exactement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les anglo-saxons sont un peu plus avancés que ce qu'on peut, par exemple, faire en France, mais je pense qu'on a commencé. Mais oui, c'est très important d'avoir des critères, et il y a toujours un temps de retard entre le développement des instruments financiers et la création de critères objectifs transparents qui permettent de vérifier l'impact social qu'on peut avoir.
Alors on va s'approcher de la fin de cette table ronde. Je vais juste... Marion Darrieutor, je voulais aussi vous interroger sur ce que vous avez entendu, comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre avant la conclusion de M. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de bonnes nouvelles, parce que j'ai un sentiment d'un mouvement assez fort, qu'on voit, je vous le disais, chez Entreprises et Progrès. On se définit comme le cercle des leaders activistes. Alors activiste, quand on a utilisé le mot et quand on l'a posé, il a un peu fait criser parce qu'il est fort. Et en même temps, dans activiste, il y a acte. Et vous parliez tout à l'heure, monsieur, de passer de la parole aux actes. Et je pense que tous les témoignages qu'on entend, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un mouvement qui est en marche. On est dans un moment. Il y a des choses à inventer et je crois, et effectivement, ce mot gouvernance qui est prononcé là maintenant, il m'inspire parce que je pense qu'effectivement, ça doit insuffler dans la gouvernance. Et pour rejoindre le thème de la table ronde, quand on parle d'un mécénat stratégique, ça veut dire qu'effectivement, il doit être placé au cœur de la gouvernance dans des formes qui restent à inventer. Il y en a plein qui ont été donnés autour de ce matin, avec des critères de mesure qui restent aussi encore à inventer, mais on peut être créatif. Donc voilà, alors attention à l'instrumentalisation, bien évidemment. Il faut que tout ça, quand on est là-dedans, il y a quand même un sujet sur le risque d'instrumentalisation. Donc il faut qu'on garde de la sincérité, de l'authenticité, mais ça, je n'en doute pas. Michel Aglietta, pour conclure cette table ronde, vous vouliez réagir? Oui, pour conclure sur ce problème de fond, c'est-à-dire comment mesurer des impacts qui ne sont pas des impacts marchands, ne sont pas exprimés en termes de valeur marchande. Et la valeur marchande, on sait que quand on calcule les impacts et puis qu'on les ajoute, ça donne le produit intérieur brut. La chose importante à savoir, c'est que le produit intérieur brut n'a rien à voir avec le bien-être social. Rien. En conséquence, le problème de fond, c'est comment, et c'est ce que les Nations Unies essayent de faire, comment définir les indicateurs de développement soutenable et une comptabilité de développement soutenable. C'est une comptabilité, il faut transformer la comptabilité si on veut vraiment répondre à la question comment mesurer ces impacts. Il faut qu'entre dans le capital de l'entreprise ce qui n'y est pas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le capital productif dont la contrepartie, c'est des droits de propriété négociables aux mains des actionnaires. Il faut que le capital humain soit dans la comptabilité de l'entreprise avec un amortissement. Il faut qu'il y ait une comptabilité. S'il y a des facteurs environnementaux qui sont essentiels au fonctionnement de l'entreprise, ce qui va devenir de plus en plus important, il faut qu'ils y soient. Donc il y a un travail fondamental de mesure quantitative et de restructuration de la comptabilité si on veut passer d'entreprises finalement qui font du profit pour l'actionnaire, fondamentalement c'est ça, et puis du profit qui sert à l'efficacité qui va au-delà de ça, qui va à ce que les Nations Unies appellent Inclusive Wealth Index, un indicateur de richesse inclusive. Et tant que nous n'aurons pas une comptabilité de la richesse inclusive, nous n'aurons pas de réponse aux actions qui sont faites par les entreprises ou par l'État pour aller au-delà de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la valeur du produit intérieur brut. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Merci à tous nos intervenants.